J'accueille avec plaisir chez Agora et ICI Télévision Marie-Ève Nadeau, documentariste et cinéaste. Elle réalise des vidéos d'art et documentaires. Enfants de sourds et Apodum ont été présentés dans des festivals internationaux. Elle est monteuse de certains films dont La Peur, prix Jean Vigo 2015. Elle est également actrice principale de longs métrages comme Le Reste du Monde et La Richesse du Loup. Elle est fondatrice avec Damien Odoul de Silva, un centre d'art brut environnemental en forêt. Nathan est son premier roman paru chez les éditions Main Libre tout récemment en 2023. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Marie-Ève. Merci. Ça fait plaisir de vous accueillir. On va parler de ce roman. C'est un beau récit, Nathan. D'abord, la première question, qui est Nathan et pourquoi vous avez décidé de planter justement tout le décor du roman à Haïti, disons, à Lille, comme on dit? En fait, j'ai visité Haïti pour la première fois en 2017, je crois. Mais j'ai quelques amis haïtiens qui font partie de la diaspora haïtienne au Québec et qui me parlent d'Haïti depuis des années. Dont un ami, Joseph Hillel, qui est documentariste et qui, suite au tremblement de terre en 2010, a passé beaucoup de temps en Haïti à réaliser un documentaire là-bas. Et donc, il me montrait ces images, il me parlait beaucoup du peuple, de leur énergie, de leur force. Et bon, tranquillement, en moi, j'ai eu non pas une fascination, mais un désir profond de connaître ce peuple plus en profondeur. Et lorsque j'ai eu l'occasion de l'accompagner dans un voyage, j'avais déjà en tête éventuellement d'écrire un texte inspiré du pays, mais bon, je voulais voir quelle allait être mon expérience sur place. Et dès mon premier séjour, j'ai rencontré un homme qui a donc inspiré ce personnage de Nathan, cet anthropologue, qui a eu une vie assez fabuleuse, assez riche, diversifiée. Et donc, ça m'a donné envie de camper toute l'histoire de mon roman en Haïti et ainsi d'approfondir pour moi mes recherches, apprendre sur cette culture, apprendre sur la force du peuple, sa combativité, mais aussi toute la charge historique. Pourquoi le peuple est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ça a été une aventure des plus intéressantes pour ce qui est de la recherche nécessaire pour écrire. Très bien. Les chapitres de ce roman-là, c'est première vie, c'est plusieurs vies, première vie, deuxième, jusqu'à 9e vie. Je ne sais pas si c'est des chapitres ou c'est des vies, mais on parle d'une multitude de vies, justement, de ce héros, comme si justement le héros a eu plusieurs vies. Hein. Est-ce que c'est vraiment la symbolique qu'il faut comprendre justement de ces chapitres? Oui, une forme de symbolisme, mais je crois aussi que c'est... en Haïti, voilà, c'est un pays qui est très exigeant. C'est un pays qui vous met au défi sans cesse, où la vie frôle la mort, en plus avec cette notion du vaudou, où les esprits sont aussi présents dans la culture populaire. Donc la porosité des mondes comme ça est très très présente. Et donc Nathan, en effet, aurait pu mourir plusieurs fois dans sa vie, et chaque fois il rebondit. Donc j'avais envie de construire le roman comme ça, segment, pour montrer aussi le courage de ce personnage qui est aussi que ses faiblesses, que ses difficultés, que ses failles, ses aspérités, mais aussi comment on convoque son énergie et on réussit à rebondir. Très bien. Il y a plusieurs personnages là dans ce roman. Lola, Adèle, Federico, Félix, le docteur Deren, Malka, et bien d'autres personnages qui apparaissent à chaque fois dans cet échange relationnel, justement. Mais il y a un rapport qui est un rapport au présent, mais il y a un rapport avec la langue. La langue créole, elle est là, elle est présente.
oui, elle est présente et c'est important pour moi qu'elle le soit parce que c'est une langue que je trouve déjà extrêmement belle, euh, colorée, imagée, mais aussi très philosophique, hein, poétique. Et je trouve que bon, le créole fait partie du peuple, donc je ne pouvais pas, à mon avis, écrire un livre, hein, d'autant plus du point de vue d'un anthropologue qui étudie ce peuple en détail, sans mentionner ici et là sans avoir des phrases en créole. Après, bon, malheureusement, moi, je ne maîtrise pas cette langue. Au fil de mes voyages, j'ai pu commencer à la comprendre un peu. Mais c'est une langue qui, je crois, qui montre bien les qualités du peuple haïtien dans cette inventivité. Dans cette inventivité, exactement. Bon, l'histoire, elle est racontée, moi, quand je l'ai lue, parfois j'ai senti comme un désordre, mais un désordre qui est pertinent quelque part, qui est cohérent. C'est une histoire racontée justement dans ce désordre parfois, qui est peut-être difficile à suivre, mais qui reflète parfois aussi la marginalité de ce personnage. Peut-on dire qu'il est vraiment marginal de la société? Oui, oui, tout à fait. Je pense que dans ce roman, je m'attarde à des personnages qui sont marginaux. Moi, la marginalité me touche profondément. Je trouve que c'est souvent dans la marginalité qu'on arrive à développer des pensées autres, hein, à se confronter, à se remettre en question. Donc j'avais envie de traiter ces personnages marginaux qui, pour certains, ce n'est pas un choix d'être marginal, c'est un état d'être. Hein. Ils ne peuvent pas faire autrement. D'autant plus dans une société comme Haïti qui manque quand même de structure avec tout ce chaos politique depuis de nombreuses années. C'est une société qui tente de s'organiser, mais qui aussi arrive à véhiculer, à créer une organisation à travers un chaos permanent. Exactement, une présence... Et ça, en effet, c'est marginal. Oui, exactement. On va rebondir sur cela. On va le faire après cette pause, mesdames et messieurs. Marie-Ève Nadeau est mon invitée de ce jeudi. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision. En ce jeudi, j'accueille Marie-Ève Nadeau. Premier roman, Nathan. C'est un décor planté à Haïti. On parle de ce personnage résilient, qui a un certain passé, justement. Je parle de ce passé plein-là dans la résistance, l'amour, dans la résilience. Alors, est-ce qu'à travers Nathan, vous avez tenté de rendre hommage au peuple haïtien qui est passé par de grandes épreuves de vie, là, de grandes épreuves comme le séisme, comme beaucoup de choses. Est-ce qu'à travers lui, vous avez tenté, dans ce roman, de rendre un hommage collectif, justement, au peuple haïtien? Oui, d'une certaine manière, parce que bon, lorsqu'on parle d'Haïti aujourd'hui, et depuis plusieurs années, on parle souvent des aspects très sombres du pays. Oui. Et moi, j'ai voulu montrer autre chose. J'ai voulu montrer aussi toute cette énergie qui se dégage d'un peuple qui, comme je disais plus tôt, à travers le chaos, s'organise, à travers le chaos, développe d'autres formes de survie, que ce soit la solidarité, que ce soit l'humour, que ce soit le vaudou. Oui. Donc, moi, j'ai été profondément touchée par ça et j'ai voulu le transcrire dans le texte. Alors, c'était pas un hommage conscient nécessairement comme point de départ de l'écriture, mais ça s'est imposé, en fait, au fil des pages, parce que c'est un peuple qui m'émeut profondément. Oui, très bien, parfait. Je vous réfère à ce chapitre, 5e vie, la galerie d'art Goudou Goudou, en référence au séisme de Haïti. Cet extrait. Sa vie, telle une éclipse observée à l'œil nu, avait brûlé sa rétine. Aveugle, il ne lui restait plus qu'à se délayer dans l'alcool âpre, disparaître dans sa brûlure.
ne plus sentir ses parfums, ne plus goûter ses arômes, ne chercher que l'analgésie. Il y a une référence au séisme d'Haïti, il y a une référence à la résilience face à la vie, à ces drames. À quel point le séisme a affecté l'imaginaire de tous les Haïtiens et dont Nathan aussi? Bon, je ne peux pas répondre pour tous les Haïtiens. Après, pour Nathan, ça l'a affecté, je pense, d'une manière très profonde, parce que lorsqu'on vit comme ça un tel drame et qu'on survit, je crois que c'est difficile de survivre sans avoir une culpabilité, de se dire pourquoi moi j'ai survécu alors que tant d'autres n'ont pas eu cette chance. Donc, Nathan, c'est une pierre supplémentaire au fardeau qu'il porte. Hein. C'est un homme qui est blessé, qui malgré ses blessures avance et continue à se battre. Mais quand dans cet extrait que vous lisez, il dit qu'il cherche l'analgésie, c'est que voilà, il a vu tellement d'horreurs, que ce soit dans le coup d'État où il a essayé d'aider le peuple haïtien à s'en sortir à sa petite échelle, ben, il recevait des témoignages tellement chargés d'horreur qu'à un moment donné, un homme, un cœur ne peut pas encaisser tout ça sans des impacts énormes en lui-même. Et le séisme a été un autre impact comme ça où c'est difficile de faire la part des choses. C'est difficile d'accepter de recevoir une certaine chance incontrôlable, la chance de pouvoir vivre, d'être en santé. Donc Nathan l'apprécie, mais aussi, je crois qu'il se sent sans tomber dans une culpabilité judéo-chrétienne. Il a ce sentiment d'inégalité, en fait. Dans le fond, très bien. Il y a aussi ce rapport au pays. Hein. Là, on remarque avec nos amis haïtiens à Montréal, un rapport au pays extraordinaire, là. Comme toute personne attachée à ses racines. Là. Vous avez eu des tournures très, très belles sur Haïti. Comme celle-ci, par exemple. Haïti n'est pas qu'un simple fruit. Haïti est un arbre où bourgeons et fleurs se renouvellent en permanence. Ses racines sont profondes et son feuillage abrite 1000 mystères. Quand on embellit ou qu'on resplendit tellement son pays, c'est à croire qu'il y a comme une blessure identitaire. Mais là, peut-être j'exagère là. Mais quel est le regard que Nathan porte envers son pays? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est à la fois une fusion d'amour et haine? Comment il faudrait comprendre ça? Ben, déjà, c'est drôle parce que vous dites le regard qu'il porte sur son pays, alors que Nathan, à la base, il est américain. Il arrive en Haïti à l'âge de 20 ans. Mais en effet, il adopte tellement ce pays. Il se sent des connexions si fortes avec ce pays. Ouais, et même, à un moment donné, dans le texte, quelqu'un lui fait la remarque, il est pratiquement plus haïtien qu'un haïtien, puisqu'il va vraiment au cœur de cette culture. Mais je crois que c'est pas une question d'embellissement nécessairement. Je crois que c'est une question de regard. Nathan, il est capable d'observer les beautés quotidiennes, les générosités quotidiennes. Et je crois que dans l'adversité, un peuple comme Haïti, qui est vraiment mis à l'épreuve, ben c'est là qu'on voit l'humanité, en fait, très forte, qui peut se dégager entre certaines personnes dans des situations extrêmes. Oui, on pourrait croire que c'est peut-être un peu exagéré, mais je crois pas. En fait, je crois que ces situations-là très très tendues sollicitent en nous des réactions extrêmement douloureuses et difficiles et parfois négatives, comme elles suscitent aussi énormément de beauté, de solidarité, de créativité. C'est le propre des situations de crise, et Haïti est en crise quand même depuis oui, exact. longtemps. Et puis c'est extraordinaire. Vous avez tellement à la lecture réussi à ce qu'on puisse voir cet anthropologue
américain comme un Haïtien, tellement il s'est attaché au pays, d'où cette déchirure qu'on sent comme s'il était profondément haïtien, né dans la terre de Haïti. On va rebondir sur ça, on va le faire après cette pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Nathan, publié chez Éditions Main Libre, paru en 2023, de son auteur Marie-Ève Nadeau, qu'on accueille chez Agora, ici Télévision, ce jeudi, mesdames et messieurs. Je vais proposer, si vous voulez bien, Marie-Ève, de nous mettre au parfum d'un petit extrait de votre choix. Un extrait de ce roman, un extrait qui vous parle, que vous aimeriez transmettre à votre guise. C'est à vous. Oh, an angel at my table, dit-il avant de se frotter les paupières vigoureusement. Tu sais quoi, j'ai eu une idée formidable en dormant. On va demander à Sissi de te faire des tresses. Elle était coiffeuse avant d'ouvrir sa boutique. Elle coiffe la plupart des femmes du quartier. Oh non, proteste aussitôt Lola. Impossible, j'aurais l'air ridicule, une vraie de vraie touriste. Hein. Tu as tort, lui répond-il. Listen, tu dois changer ton angle de vue. Car ici, il ne s'agit pas de toi, mais d'eux. En acceptant de te faire tresser les cheveux par Sissi, tu lui feras plaisir, car elle n'a jamais eu l'occasion de tresser des cheveux blonds et fins comme les tiens. Mais en plus, tu feras la joie de toute la communauté. Tu leur offriras une belle occasion de rigoler et d'en reparler pendant des jours. Et qui sait, tu rentreras peut-être dans leurs annales. Tu leur feras cadeau d'une distraction. Et ça, comprends-moi bien, c'est primordial quand la vie est rude. Do you get it? Oui, elle croit comprendre, même si ce concept renverse complètement sa logique des choses et la plonge dans une gêne profonde. Est-ce que Nathan veut se moquer d'elle, lui rendre l'appareil de l'humiliation qu'il a subie en voulant l'amener à la cérémonie des Guédés? Du reste, il se retrouve chez Sissi depuis plusieurs jours déjà. Il lui raconte des épisodes de sa vie, lui communique ceci ou cela tandis qu'elle écoute, témoin de ses aventures, élève de ses leçons. Elle ne peut recevoir sans donner. C'est inégal. L'équilibre doit être établi. Sissi, viens ici, la chérie. Lola Perrenmen nous tresse ses cheveux. Sissi, viens ici, chérie. Lola aimerait que tu tresses ses cheveux. Voilà. Magnifique. Je vous laisse commenter cet extrait. Oui, j'ai choisi ce court extrait parce que je trouve que ça indique bien, lorsqu'on est étranger dans un pays, à quel point il est facile de regarder ce qui nous entoure avec nos propres repères, nos yeux, nos habitudes. Et là, c'est un basculement. En fait, Nathan propose à Lola de poser un autre regard. Il lui dit, là, il ne s'agit pas de toi. Et c'est pas... il ne faut pas que tu prennes cette situation comme tu la prendrais au Canada ou ailleurs. Ici, les gens ont une vie rude et Ouais. si tu veux les aider, participe. Donc, je trouve que c'est une belle leçon d'une certaine manière de déconstruction de nos propres schémas et de nos a priori. Oui, des principes et des valeurs, comment on voit. Comment est-ce que vous parvenez à créer ce lien entre le réel et la fiction? Il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup de réalité. Je pense, comment parvenez-vous à créer de l'équilibre? Est-ce que l'histoire, vous l'avez écrite sous forme de fiction? Vous avez vu ce qui s'est passé? Comment ça s'est opéré chez vous? Je suis allée en Haïti à quelques reprises, chaque fois pour des séjours assez longs. J'ai rencontré les gens, j'ai voyagé dans le pays. L'histoire, comme je vous ai dit un peu plus tôt, est inspirée d'un anthropologue que j'ai rencontré, qui m'a énormément parlé du pays, qui m'a raconté des histoires de sa vie. Et j'ai fait aussi beaucoup de recherches. Entre chaque séjour et après mes séjours, évidemment, énormément de lectures, de discussions. À Montréal, j'ai travaillé avec le Syndicat, qui est un centre de recherche vraiment Oui, très, très riche. de France Voltaire. Exact, de France Voltaire. J'ai même passé du temps en Haïti avec France Voltaire, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de me nourrir autant que possible de faits historiques. Et après, une fois que je sentais que je maîtrisais quand même certains éléments essentiels, de laisser aller mon imaginaire.
De laisser parfait. Puis, bon, on ne va pas tout dire là du roman. Là. On va permettre aux gens quand même de lire et d'aller acheter. Mais cette promesse faite par ce monsieur, par cet anthropologue américain, cette promesse faite aux esprits vaudous dans sa jeunesse, c'est une promesse qu'il dévore. Voulez-vous nous en dire plus? Ben, en fait, le vaudou est surtout dans la vie paysanne. Et lui, lorsqu'il arrive en Haïti, c'est vraiment dans un petit village à Fond-du-Nègre. Le vaudou est extrêmement présent et rythme le quotidien des gens. Et Nathan, à un moment donné, voilà, il est terrassé par une maladie. Et pour pouvoir guérir, il doit faire une promesse aux esprits, parce que les esprits sont capricieux. Les esprits peuvent donner, protéger, mais ils peuvent aussi tout d'un coup s'offusquer. Donc, il faut respecter sa promesse. Alors, tout au long de sa vie, Nathan sait qu'il a fait cette promesse et qu'il ne pourra pas la contourner. Coûte que coûte, il va devoir la respecter. Parfait. Nathan, publié chez Éditions Main Livre 2023 de son auteur Marie-Ève Nadeau, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous chez Agora. Un livre disponible maintenant dans les librairies? Pardon? Est-ce qu'il est disponible présentement dans toutes les librairies au Québec? Est-ce que les gens peuvent aller le voir, acheter? Disponible dans toutes les librairies au Québec, oui, tout à fait. Parfait. Alors, il reste à peu près une minute. S'il y a des projets d'avenir, des projets d'écriture qui s'en viennent, Marie-Ève Nadeau? Oui, depuis l'été passé, là, je suis sur un nouveau texte que j'écris, donc on verra où ça va me mener. C'est aussi beaucoup de recherche, c'est un nouvel univers que je rencontre, que je découvre, mais c'est passionnant. Donc, on verra. C'est passionnant. Et on va rappeler que vous êtes polyvalente, ce n'est pas juste l'écriture, mais faites le document. Vous êtes dans le domaine visuel aussi, de la mise en scène, du montage, etc. C'est un plaisir de vous avoir accueilli. Marie-Ève Nadeau, auteure de Nathan, publié chez Éditions Main Libre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous chez Agora. On vous fixe rendez-vous le jeudi prochain, toujours chez Agora, ici Télévision. Restez avec nous. Au revoir.